Le village s'endort, les loups-garous se réveillent. Mais qui sont-ils, vraiment ? Cette question, c'est forcément celle que tu te poses quand tu regardes l'émission Loup-garou, dont la seconde saison vient de sortir sur Canal+. Créée par Panayotis Pasco et Fary, elle adapte justement le jeu de société français mythique du Loup-garou de Tiercelieu. Le concept de l'émission, 15 participants sont enfermés dans un village. Ils tirent tous à leur tour une carte pour savoir quel sera leur rôle. Parmi eux, 12 villageois et 3 loups-garous. Le but, que les villageois démasquent les loups-garous avant de se faire dévorer. Après une première saison qui est sortie en 2024 et qui a cumulé plus de 17 millions de vues sur toutes les plateformes de Canal+ cumulées, l'émission, elle signe une seconde saison qui est encore plus folle. Perso, je suis une immense fan du jeu Loup-garou, même si je suis complètement nulle à chier. Tu vois, cette pote qui fait que parler quand elle a quelque chose à cacher, c'est moi, enchantée. Terrible, terrible. Mais donc, quand je regarde l'émission, en vrai, je suis juste fascinée. C'est tellement bien réalisé, c'est tellement bien joué, c'est tellement bien monté. En vrai, c'est absolument incroyable. Et j'aimerais comprendre comment est-ce qu'ils ont fait ça. Donc, quelle ne fut pas ma surprise, en lançant le premier épisode le 5 décembre dernier, de voir au casting Jean-Baptiste Durand, le réalisateur du film Chien de la Casse, dans lequel tu retrouvais Raphaël Quenard, Anthony Bajon, Galatea Belougui, et évidemment Malabar le Toutou, JB qui est un copain. Donc, ni une ni deux, j'ai envoyé un petit message. J'ai une seule question. T'as signé un NDA pour ne rien révéler du tout du jeu et du tournage ? Vous la voyez venir celle-là ? Pas du tout subtile la meuf. Et quelques temps après, je reçois un message d'un autre pote qui, je sais, a bossé sur l'émission. Tu peux écrire à Arnaud Chotard de ma part, il est au courant. Arnaud Chotard, c'est juste le producteur de Loup-garou, aux côtés de Panayotis Pasco et de Fary. Juste ça. Et donc nous voici début 2026, je rencontre Jean-Baptiste et Arnaud pour leur demander en toute simplicité « Mais comment est-ce qu'ils ont fait cette émission ? Et comment on la vit de l'intérieur ? En gros, racontez-moi les petits secrets de l'émission Loup-garou. » Alors, je tiens juste à préciser que ces interviews vont évidemment spoiler des éléments du jeu, mais pas du tout la fin, puisque lorsqu'on les a tournés, il y a seulement l'épisode 6 qui venait de sortir. Donc je ne sais absolument rien à ce moment-là de ce qui s'est passé. Donc, est-ce que tu peux, Arnaud, m'expliquer un petit peu déjà ce que c'est que le rôle de producteur pour une émission comme Loup-garou ? Eh bien, le rôle d'un producteur, c'est le rôle d'une sorte d'architecte, si je devais comparer. C'est vraiment, c'est avoir la vision globale d'un projet très en amont et s'assurer que ce qu'on livre est à la hauteur des ambitions et du produit qui a été vendu au diffuseur. Donc tu es vraiment là, c'est même pas de A à Z, c'est de avant l'alphabet et après l'alphabet en fait. Exactement. C'est génial. Et justement, tu as créé ce programme avec Fary et Panayotis au final. Ouais, c'est une idée, c'est leur idée. C'est toi qui l'as fabriqué derrière. On avait l'envie de travailler ensemble avec Fary, on se connaissait depuis un certain temps et lui, je sais qu'il avait une volonté de faire un programme particulièrement du jeu parce qu'il aime ça. Ouais. Et puis un jour, il me dit, écoute, j'ai eu cette idée avec Pana, il faut que je t'en parle. Oui, une étape que j'ai oubliée qui est importante dans les loups, mais c'est aller chercher les droits du jeu. Bah oui. Ça, c'était vraiment la première première pierre. C'est un jeu donc français en plus. Oui, c'est un jeu français distribué par Asmodée qui est français. Non seulement il avait une parfaite connaissance du jeu. Oui, c'est que c'était déjà un passionné du jeu avant de… Voilà. Ouais. Et donc en fait, il y avait une sorte il était garant, et ça c'était toujours une ligne qu'il a voulu insuffler et du coup qu'on a insufflé sur tout le long du développement, être fidèle au jeu et ne pas du tout déroger aux règles, etc. Regarder des gens jouer, c'est chiant. Donc il y avait quand même ce besoin dès le départ de dire comment on crée une expérience qui va inciter les téléspectateurs à jouer à leur manière alors qu'ils ne seront pas au sein de la partie. Et donc c'est pour ça que petit à petit tout a été pensé pour que ça soit ludique, qu'on comprenne les règles même si on ne connaît pas le jeu de société de base, mais aussi que dans notre narration il y ait quelque chose de l'enquête, propre à l'enquête, c'est quand même le but de ce jeu, propre à l'enquête, même si on est extérieur, comment regarder cette partie pour qu'elle soit quand même, on va dire, jouissive du côté téléspectateur. Toi, Jean-Baptiste, t'es cinéaste, c'est pour ça aussi qu'on se connaît, parce que t'es réalisateur de Chien de la Casse, de participer à Loup-garou. Est-ce que t'as eu l'impression de participer à un film ? J'ai eu l'impression de participer, je sais pas, un objet hybride entre cinéma, documentaire, jeu télévisé, télé-réalité, un espèce de mélange des genres assez hallucinant. Pour moi, ils ont vraiment inventé un objet télévisuel, mais qui participe de tout ce qu'on peut voir dans une plateforme comme Canal+. C'est du sport, c'est du cinéma,
c'est de la série, c'est un jeu télé et c'est une télé-réalité. Ce qui est certain, c'est que depuis le départ, on a une ambition de s'approcher de la fiction. On a beaucoup utilisé de code fiction dans notre Dans la manière de raconter, filmer aussi. dans la manière de filmer, dans la manière de raconter, dans le ton abordé, parce que oui, on peut dire qu'il y a du reality dans ce qu'on fait, donc ce qui est la matière première de la télé-réalité. Pareil, nos références, c'était bizarrement plus du côté fiction que du côté télé-réalité ou jeu d'aventure quand on a commencé à le développer et surtout à essayer de le vendre pour que les gens puissent se projeter. Le setup, le décor, la manière de filmer, le choix des optiques, des caméras, tout a été pensé fiction, tout en ayant quand même des contraintes de jeu, hein, parce qu'il faut quand même la différence d'une fiction et une fiction. Quand une prise n'est pas bonne, on la refait, là c'est pas possible. Donc il faut quand même couvrir le nombre de joueurs, couvrir les assemblées, s'assurer qu'on ait des caméras sur tout le monde. Donc évidemment, quand je dis qu'on est sur des codes de fiction, il y a quand même des codes de télé auxquels on n'échappe pas, mais qu'on essaye d'esthétiser à la manière de la fiction. Par contre, le montage, là, vraiment, il a été, enfin la post-production de manière générale, il a vraiment été pensé à 100% à côté fiction. Qu'est-ce qu'on va vous donner, qu'est-ce qu'on va pas vous donner, quelles sont les clés de lecture, qu'est-ce qu'on vous laisse le choix d'interpréter, pour qu'au final, le but, ce soit que les gens prennent du plaisir de la première à la dernière minute, quoi. Un film, ça commence avant le tournage, donc il y a eu des étapes de casting. Comment on est casté pour jouer au loup-garou? Moi, j'ai été contacté en invitation par message sur Instagram par un casteur du loup-garou. Je sais que plusieurs profils ont été contactés sur LinkedIn et en gros, ils nous disent rappelle-nous à ce numéro, c'est pour un projet Canal+. Donc, le directeur de casting m'a expliqué que voilà, il cherchait des joueurs et des joueuses pour la saison 2 de Loup-garou. Il m'a invité à regarder la saison 1, à réfléchir à si j'acceptais de passer le casting. Et je suis assez curieux de me dire, si je participais, je vais rencontrer des gens assez extraordinaires, dont les métiers sont très différents du mien, les visions du monde, le rapport intellectuel aussi aux choses. Donc ça peut être très riche. Et j'ai trouvé le produit hyper bien fait. Voilà, après une semaine de réflexion, j'ai dit, je veux bien passer le casting. Et donc la première étape du casting, qui était je pense l'étape majeure, c'était un entretien comme on fait là par visio. Et donc j'ai eu un entretien, je dirais, d'une petite heure. Et il m'a demandé, parce que comme tu m'as dit, moi je suis plutôt un peu timide, un peu, je vais pas trop me mettre en avant. Et il m'a dit, voilà, faut pas hésiter à donner tes qualités, à dire, voilà, on sait que t'es pas quelqu'un de menteur, de manipulateur, mais il faut pas hésiter à dire que par ton métier, tu peux savoir manipuler, mentir, etc. Donc voilà, donc dans ce casting-là, il m'a demandé de ne pas hésiter à mettre de l'énergie, à dire des choses belles sur moi. C'est quoi tes points faibles? Je suis trop fort. Ouais, mais c'est un peu ça. Et assez vite, il m'a dit que j'étais dans le candidat qui avait retenu l'attention. Après, on a eu un entretien avec une psychologue qui a duré quasiment 2 heures, avec le même type de questions encore. Mais qui vérifiait, je pense, beaucoup notre stabilité psychologique. Entre le moment où il me contacte, où j'ai le premier message, je crois qu'on est en novembre, et j'ai su que j'étais joueur du Loup-garou saison 2 le 31 mars. Waouh! Ah oui, 4 à 5 mois en fait, quasiment. Ouais. Il nous faut des joueurs, il nous faut la meilleure partie de tous les temps. Donc la meilleure partie, pour Loup-garou, elle va se faire avec des cerveaux qui sont conditionnés par leur histoire, par leur profession, par leur parcours, par leur carrière ou par leur vie, tout simplement, à avoir une manière de réfléchir, à avoir une manière à être confronté au faux semblant, à la réalité, au mensonge, etc. On essaye d'avoir un subtil mélange de différents types de personnalités, des milieux sociaux différents, des âges différents, des genres différents, pour essayer de constituer une mini-société quand même avec un certain niveau d'exigence de cerveau, on va dire, mais c'est un peu les gladiateurs du faux semblant avec tous des prédispositions à savoir manier ça avec subtilité. J'ai aussi une habitude dans mon métier de sonder les profils psychologiques. On écrit des personnages, on essaie d'étudier les interactions, et dans mon lien à la direction d'acteurs, j'essaye de mettre en œuvre et en forme des personnages avec des acteurs qui ont des égos, des sensibilités. Je dois aussi scruter et scanner en permanence
s'ils fabriquent ou s'ils fabriquent pas, s'ils sont faux, s'ils jouent faux, s'ils jouent juste. Et toute cette justesse-là, en fait, elle peut être très précieuse dans le jeu du loup-garou, où je vois si on est en train de me prendre pour un con, tu vois, ou pas, parce que dans le casting, ils nous demandent notre stratégie. Moi, je peux te dire direct, ma stratégie, que je sois loup ou villageois, je disais ma stratégie, c'est que j'aurais pas de stratégie. Moi, dans mon métier, on improvise tout le temps. Oui. Il nous tombe toujours des trucs sur la tête, donc je suis capable de rebondir en permanence et d'une minute à l'autre, ma stratégie elle changera. En vrai, c'est ultra intéressant parce que je comprends mieux pourquoi ils ont choisi aussi de faire participer un cinéaste. Je me posais la question quand je t'ai vu au casting, de me dire pourquoi ils ont pris quelqu'un du cinéma, en fait, mais qui soit cinéaste. Et c'est exactement, là, tu viens de répondre à ma question, c'est parce que tu es habitué à l'imprévu et tu es habitué à gérer des gens et sans vouloir plaire à tout le monde, tu as besoin de créer un produit fini avec tout le monde. Et en fait, c'est tellement intelligent d'avoir pris un profil comme toi. Et c'est là où ça montre que le cinéma est un jeu et le jeu est un cinéma aussi, quoi. Quelle punchline, Mélanie. Moi, quelque chose qui m'a marqué plus dans cette saison-là que la saison 2, c'est toute la DA, donc toute la direction artistique. Mais ce qui m'a le plus marqué, que j'adore, c'est les costumes. Tout un camailleux qui va du marron au rouge, au jaune, au orange. Il y a toute cette palette de couleurs. On vous a fourni les vêtements. La costumière qui... En fait, elle nous a demandé... Donc effectivement, elle avait son camailleux. On est tous des personnes, mais des personnages, avec nos métiers. Donc en fait, elle nous a demandé de lui faire des photos de nous, avec nos habits un peu... classique de nous dans la vie, voilà, notre look. En tout cas, elle avait besoin de notre casual. Elle a vu que moi, j'avais aucun style, je pense. Et en gros, elle mélangeait. Donc, la plupart des costumes sont des costumes qu'elle avait achetés ou loués, fournis par la production, en fonction de notre look et de ce qu'elle voyait. Donc, on a eu 2 essais costumes. Et certaines pièces venaient de notre garde-robe. D'accord. Après, il fallait qu'elle, à la fois, respecte ce qui en est. Et je pense qu'elle a mieux compris mon look que moi-même. Ouais, c'est le talent des costumières. Hein. On va passer maintenant au tournage. Quand vous arrivez pour la première fois, parce qu'il y a tout le début où il y a les éliminations pour que vous passiez, voilà, qu'il y ait 2 personnes qui disparaissent avant de revenir. Mais après, vous arrivez au village. Quand on découvre le village ensemble, on découvre le village. Ok. Et c'est trop beau. Bah ouais, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu y allais? Parce que pour le coup, c'est un décor de cinéma. Oui, c'est à la fois un vrai petit village et à la fois c'est truffé de caméras, de lumière, etc. Mais je dirais qu'il était hyper beau. Après, comme dans un décor de cinéma, c'est-à-dire que c'est beau. Mais c'est du fake au final. Voilà, c'est du fake et une fois que c'est passé par un cadreur, un étalonneur, etc., c'est encore plus beau Bien à sûr. la télé. Comment ça se passe d'un point de vue technique? Parce que donc effectivement on a un plateau et un plateau au cinéma comme dans un jeu, en fait il cache beaucoup de choses. Il cache les caméras, il cache les cadreurs, il cache les câbles, il cache les micros. Le décor est pensé pour avoir la possibilité d'avoir X nombre de caméras qui est nécessaire pour couvrir notamment les assemblées quand tout le monde est réuni, notamment au début du jeu puisque c'est là où il y a le plus grand nombre de joueurs. Donc il y avait 41 remotes. C'est-à-dire les caméras qu'on peut activer à distance, dont 28 Panasonic et 14 FR7. Ok. Il y avait 10 caméras FX6, une caméra Sony Alpha, donc en tout 52 caméras, un drone et 6 GoPro. Il y a beaucoup de flux, en tout cas, parce qu'encore une fois, ça c'est le principe de télé-réalité, parce qu'il faut tout suivre en même temps, parce qu'on ne peut pas passer à côté d'une scène ou d'une interview. Enfin, les interviews, pour le coup, on les maîtrise, puisqu'on sait quand est-ce qu'elles sont faites, mais le reste, quand on est en tournage, il faut s'assurer qu'on capte tout. Donc oui, c'est un plateau... C'est une régie. Alors, comment expliquer? Il y a le village, et puis ensuite, il y a un deuxième village un peu plus loin, un peu plus caché des drones, etc., qui est construit pour l'occasion, où il y a tout l'aspect technique. Il y a la régie centrale, qui est vraiment le nerf de la guerre pendant le tournage, avec l'équipe de réalisation, les journalistes, les scripts, les producteurs artistiques, nous, évidemment. C'est vraiment la tour de contrôle du jeu et là où tout se pilote. Voilà, c'est vraiment... un village avec 200 personnes qui se... Ah oui, vous êtes 200 dans l'équipe technique? Ouais. Bah, tout compris, Tout on est compris. 200 à peu près. Ouais, j'ai pas les chiffres exacts, mais on est à environ 200 et on tourne pendant 15 jours. Donc c'est vraiment la vie d'un village qui prend forme pendant cette période. Comment tu fais pour faire comme s'il n'y avait pas les caméras dans ces moments-là? Ou alors est-ce que c'est justement la production qui a été assez intelligente pour que
vous fassiez fi de ça? Bah, je te dirais que ça participe déjà du casting. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on a l'habitude des caméras. Je pense que le dispositif nous met nous-mêmes dans le mélange. On sait qu'on est filmé, à la fois on est nous-mêmes, à la fois on est nous-mêmes en train de jouer, donc on n'est pas vraiment nous-mêmes. Comme quand on joue dans un jeu de société, on est Ouais. dans une énergie qui n'est pas nous au De quotidien. compétitive, en fait, compétition. On est en compétition et à la fois on a conscience aussi qu'on participe d'un programme, même si ça n'impacte pas le jeu. Mais, et puis après, il y a tout un vocabulaire interdit. On devait dire dévorer, pas mort. Donc on avait aussi Oui. un langage à adopter. Après, pour les quêtes ou pour les déplacements, des fois on refaisait nos déplacements. Ah, voilà. Ouais, parce que, J'allais dire, est-ce qu'il y avait quand même des prises qui étaient demandées pour la mise en scène? Ouais, en gros, il y a le jeu live, c'est quand on est dans les cabanes, qu'on parle, qu'on Ouais. réagit, les assemblées et tout ça. C'est 100% du live. Enfin, en tout cas, comme une prise live. Mais pour les déplacements et les prises beauté, entre guillemets, les déplacements nous étaient fait faire 2-3 fois, pour le drone parfois, pour les cadreurs qui nous suivaient au stead. Mais non, chaque matin, il y avait nos interviews qui étaient dans nos cabanes respectives. Et, Les fameuses interviews où la lumière, elle est rouge, justement. en fait, on devait parler au présent comme si on était Oui. la veille. Et c'était assez drôle. C'est comme si, qu'on soit croyant ou pas, c'est comme si Dieu avait vu notre journée et qu'il nous interrogeait tous les matins sur qu'est-ce qu'on avait fait la veille. En fait, les journalistes regardaient les images et passaient les nuits à voir nos images. Ils revenaient sur ce qu'ils avaient vu de la veille. Et donc, nous, on commente un peu pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qu'on compte faire aujourd'hui, où on en est. Et ça, c'était enfin, vraiment, je crois que quasiment tous les joueurs, on attendait l'interview. C'était hyper agréable, ce moment de confessionnal. Et ça faisait du bien. En vrai, c'était le seul moment où on pouvait pas, parce qu'on n'avait pas le droit de parler du jeu en off. Oui, bien sûr. Entre nous, on était en permanence surveillés pour pas parler du jeu et pas tricher du coup, et pas avoir des infos qu'on perdrait devant les caméras. Donc c'était vraiment le moment où on pouvait parler du jeu à quelqu'un. Donc c'était face à une caméra et un journaliste ou une journaliste. Et je les trouve vraiment très très forts. Question, je pense que tout le monde se pose. Est-ce que lorsque les loups sortent pour dévorer les habitants et les villageois, est-ce que vous entendez les portes s'ouvrir? Absolument pas. Comme je te disais, il y a une énergie incroyable déployée par la production pour empêcher toute possibilité de triche ou même de défaillance du jeu à cause du processus. Donc du coup, sur le Conseil des loups, tout le monde a un casque avec de la musique assez forte dedans, du piano, les yeux bandés. Enfin, ils nous ont bandé les yeux le premier jour, mais c'était trop dur, donc voilà. De toute façon, nos rideaux sont fermés, on est filmé, donc on va pas tricher, sinon ça fout tout en l'air, on se fait virer, je pense. Donc du coup, c'est impossible d'entendre quoi que ce soit. D'accord. Et après, pour que tout le monde soit raccord sur la musique entendue, on a tous la même musique. Mais en tout cas, ça durait entre 1h30 et 3h. Enfermé dans la cabane avec le casque sur les oreilles absolument nécessaire. Et quand c'était fini, quelqu'un venait taper à notre porte. La plupart du temps, les villageois et les villageoises que nous étions tous. De base, moi, je suis monteuse. Autant te dire que regarder cette émission, c'est un kiff de montage. Parce que je trouve ça magnifiquement bien monté. Tu le disais, c'est un montage de cinéma. Quand vous tournez, est-ce que vous anticipez déjà le montage ? Est-ce que vous savez déjà un peu où ça va aller ? Sur la première saison, on n'a rien anticipé du tout. On avait des volontés, on avait des ambitions, mais on s'est fait un peu rattraper par la réalité. Il a fallu vraiment... on avait 90 jours de montage pour le premier épisode, c'est colossal. Voilà, il y a des séries de fiction qui n'ont pas autant de jours de montage. C'était le combat de Fari, Pana, mais aussi, je rajouterais... les deux monteurs, enfin ils sont plusieurs, mais en tout cas les deux chefs de file. Ah oui, j'allais dire, parce qu'il n'y a pas que deux monteurs. Il y a beaucoup de monteurs, mais les deux chefs de file que sont Mathieu Gérard-Blanc et Guillaume Farouja, avec aussi l'équipe de la prod artistique Mo Benani et Canal. On a tourné autour du ton, de l'angle, on a tenté des choses, on est revenu en arrière, c'est pour ça que ça a été très long. Sur la saison 2, je ne vais pas dire qu'on a anticipé, mais je pense qu'on a mieux su où étaient les pièges ou en tout cas peut-être un peu mieux anticiper des choses au tournage qui nous a peut-être un peu manqué au montage. Comme on est tributaire de ce que la partie nous offre,
quand bien même on imaginerait tout ce qu'on veut avant le début du tournage, toutes les cartes sont rabattues quand le tournage est terminé. Et on a des choses qu'on peut imaginer en amont, par exemple se dire ah tel perso il va être génial, etc. Et puis finalement peut-être sur le tournage il va se révéler moins intéressant ou moins télédiffusable ou moins à l'aise avec la caméra, ou tout simplement parce qu'il va sortir trop tôt. Voilà, ça c'est des choses qu'on maîtrise pas. Donc on revoit tout ça en repartant un peu de zéro et en se disant comment on sait où va la partie, on sait ce qu'elle a donné, comment la raconter de la manière la plus immersive, drôle, avec du suspense, avec de la tension, comment frustrer aussi un peu les téléspectateurs, mais il faut leur en donner, mais pas trop. Je dirais qu'il y a une partie qu'on a disputée, nous 15, qui n'existera définitivement que dans nos mémoires. Et à partir de la partie qu'on a disputée, ils ont créé un spectacle incroyable, télévisuel, qui est la partie qu'ils montrent. Ils fabriquent un jeu télévisé à partir du jeu qu'on a fait. Moi, je trouve que c'est très raccord à là où on en était. D'accord. Très raccord à là où en était l'enquête, etc., etc. Et je trouve qu'avec la saison qu'on avait fait, c'était absolument nécessaire de le monter comme un film choral. Et parce qu'en fait, il y a masterclass par-dessus masterclass qui utilise la masterclass, qui joue avec la masterclass. Il y a un truc comme ça de couches les uns sur les autres. On dit toujours qu'un bon montage, c'est un montage qu'on ne voit pas. Ça, c'est vrai dans la fiction. Mais là, dans cette émission, c'est un montage qu'on voit, mais en fait qu'on aime voir, qu'on a besoin de voir, parce qu'on voit qu'il est ciselé, qu'il est ultra intelligent. Et je trouve que c'est pareil, autant que les costumes dont on parlait, de la DA et tout, pour moi, le montage, c'est une énorme plus-value de cette émission. Mais vous, en tout cas, quand vous le jouiez, vous saviez pas où est-ce que ça allait partir, le montage. Tu pouvais pas, en fait. Ouais, c'est ça. On joue et on s'en fout du montage. Après, là où je trouve que c'est brillant, et je nuancerai un peu ce que tu dis, c'est qu'on le voit pas, on le voit le montage. Il est extrêmement visible, mais en même temps, quand je vois les réactions des spectateurs et des spectatrices, ils ne voient pas le montage. Ouais. Parce qu'ils se disent, un tel il est villageois, c'est sûr parce qu'il parle pas. Un tel il a fait tel regard. Et là, tu as envie de dire, non, mais si je parle pas, c'est qu'on m'a coupé. Si je fais tel regard, c'est que ça n'a rien à voir avec la smoule. Mais c'est un peu ce que disait Tarantino sur le montage. Quand Tarantino parle de True Romance, si lui-même l'avait monté, comment True Romance c'était écrit à la base, il n'était pas linéaire. Et il disait en fait dans le montage, j'aime beaucoup que le personnage sait quelque chose que le spectateur ne sait pas, le spectateur sait quelque chose que le personnage ne sait pas, le personnage sait quelque chose que l'autre personnage ne sait pas. Et en fait, Tarantino expliquait en tout cas sur ses premiers films qu'il aimait énormément jouer avec ça. Et là, ils font vraiment un montage de cet ordre-là, où nous-mêmes dans la fiction, enfin dans le reality, on savait rien sur rien, les loups savaient des choses que les villageois ne savaient pas, certains, en fonction de notre carte, on savait des choses que les gens ne savaient pas, et au montage, le spectateur sait des choses qu'on ne sait pas. D'ailleurs, il se croit plus intelligent que nous des fois, parce qu'ils disent ouais mais c'est évident que, ah mais les gars, vous avez déjà 6 cartes dévoilées. Moi, au moment où je suis dans le jeu, je sais pas que Cécile est sorcière, que Corentin est villageois, etc. On se méfie de tout le monde. Donc les spectateurs, des fois, ils nous prennent un peu pour des nouilles. Cet objectif d'avoir toujours quelque chose qui est beau, faut rappeler quand même qu'on est diffusé sur Canal. C'est ça, il y a l'exigence Canal+ aussi. Ouais, bon, c'est une exigence qu'on avait même avant qu'il soit dans la boucle, mais évidemment, elle n'a été que renforcée à la fois sur l'esthétique et le ton, parce qu'ils nous l'ont permis. Oui. D'autres diffuseurs nous auraient peut-être demandé des choses différentes. Là, ça nous a juste permis d'aller encore plus loin dans notre réflexion, parce que c'est la chaîne du cinéma, parce que c'est la chaîne de la fiction, parce que et la chaîne de l'humour aussi. De l'humour, exactement. Et justement, c'est en fait, tu le dis, ils vous ont laissé dans le ton, mais le ton, c'est que c'est une émission d'humour aussi, vu qu'elle est tenue par 2 humoristes et qu'il y a la voix de Mr V. En fait, c'est du divertissement. Je dirais pas que c'est une émission d'humour, je dirais que ça reste un jeu, ça reste une expérience, mais effectivement, grâce à l'humour, ça nous permet d'avoir un grand divertissement, et l'humour vient amener quelque chose qui nous permet, à des moments où, parce qu'on ne peut pas être en tension pendant 8 ou 10 épisodes, donc ça vient aérer, ça vient donner de l'humeur, et quoi de mieux pour donner de l'humeur que donner du divertissement. Le ton, c'est ça, c'est plus léger le jour, et on se permet de l'autodérision, parce qu'au final, il ne faut jamais trop se prendre au sérieux, et en même temps des moments souvent d'abord très liés aux jeux de société, aux jeux de plateau, qu'on veut très clair, très sanctuarisé, et ça,
c'était pareil, quelque chose dès le départ où on se disait on va rire, mais ça reste un jeu et les gens qui viennent jouer et qui aiment jouer de manière générale prennent trop ça au sérieux pour qu'on soit en second degré tout le long. Ça serait pas crédible. Et même vous, entre vous, il y a des moments où vous êtes drôles en fait aussi entre vous. En vrai, on est beaucoup plus. Ça, je tiens à le dire et je tiens à ce que tu le gardes au montage. Sache qu'on était vraiment tous beaucoup plus drôles que ce qu'on paraît à l'écran. En vrai, on était une bande de joyeux lurons. Mais oui, on a conscience que c'est une émission qui va être montée avec beaucoup d'humour, qu'il y aura de la dérision sur nous, mais on a tous du recul sur notre propre image, de la distance, et on sait que c'est de bonne guerre, et que à la fois il y a de l'humour et il y a des vannes, mais qu'ils sont aussi dans une émission où ils cherchent à filmer la meilleure partie de Loup-garou de tous les temps, Bien sûr. et qu'on est tous censés quand même être des experts dans notre domaine, et donc des personnes intelligentes, avec un esprit, un raisonnement qui se tient, qui est fin. Donc ils peuvent faire ça aussi pour contrebalancer le sérieux du jeu, et donc c'était de bonne guerre, et puis moi on s'y attendait déjà aux vannes, et puis moi je les trouve bien écrites. C'est super bien écrit. Il y a eu un attachement des équipes, une sorte de fierté de participer à un projet comme ça, encore une fois qui a eu un succès, mais aussi dont on est fier, je pense, par la qualité de son propre travail, mais aussi des gens qui nous entourent. C'est quand même un jeu français distribué par un éditeur de jeux français, produit en France avec des auteurs français, avec des équipes de prod françaises, avec un diffuseur français, vendu dans le monde par des Français. Moi, ce que j'ai observé, mais comme ce que j'observe aussi sur un bon tournage, c'est que tout le monde, et quand je te dis tout le monde, des coordinateurs de candidats en passant par ceux qui écrivent les quêtes, le jeu, les directeurs de casting, la costumière, les ingénieurs du son, les cadreurs, les monteurs, les producteurs, les joueurs. Franchement, c'est le talent de 200 personnes. Et vraiment, il faut oublier personne, parce que les monteurs, si tu leur donnes de la merde, s'il y a un flou, si le jeu ne rentre pas dans l'ordre parce qu'il n'y a pas un premier assistant qui était monstrueux aussi, Babas, un second assistant, etc. Enfin vraiment, pour être cinéaste, je te jure que c'est le talent de 200 personnes, et je te jure que sur un film, si le stagiaire régie foire, la journée de tournage peut foirer. Donc vraiment, tout le monde était très bon. Et c'est sur ces belles paroles qui rappellent que l'audiovisuel français, c'est juste un des meilleurs du monde, qu'on finit cet échange. J'espère en tout cas que ça t'a plu, que ça t'a appris plein de choses sur les coulisses d'une émission, et surtout de l'émission Loup-garou. N'hésite pas à poser aussi tes propres questions en commentaire, parce que je sais que JB et peut-être d'autres participants vont vouloir venir et jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Et si tu veux en savoir plus sur les coulisses du cinéma et de l'audiovisuel, j'ai sorti un magnifique livre, Une histoire du cinéma, où je te raconte donc 130 ans d'histoire du cinéma. Il est évidemment trouvable dans toutes les meilleures librairies, ainsi que sur mon shop, sur lequel tu peux également trouver un puzzle de la couverture du livre, absolument magnifique, et des petits stickers. Pense évidemment à t'abonner et à me suivre sur tous mes réseaux, tu connais la chanson. Oh, je crois qu'il y en a une qui va se faire dévorer ce soir.